Vous savez, en ce moment, il y a des noirs au cinéma. Oh mon dieu, ils nous volent nos personnages! Sauf que leur présence dans les films, elle date pas d'hier. On peut dire qu'ils sont là depuis pratiquement les débuts du cinéma. Et au milieu de tous ces pionniers, il y a l'acteur sans doute le plus controversé de l'histoire, Lincoln Perry. Alors vu qu'on est en plein mois de l'histoire des Noirs, j'avais envie de parler de celui qui a tout changé. En bien, comme en mal. Évidemment, avant de se lancer dans le bain, il faut un peu de contexte, et pour ça on va devoir retourner plus d'un siècle en arrière avec deux hommes, George Walker et Bert Williams. Le premier vient du Kansas, le second des Bahamas, mais c'est à San Francisco en 1893 qu'ils vont se rencontrer et directement commencer à fonder un duo sur les planches. Il faut savoir qu'à l'époque, la majeure partie des rôles noirs étaient interprétés par des blancs qui se noircissaient le visage, et répondant au terme qu'on va définir comme étant le C-word. Ouais, on va pas non plus prendre de risques avec les bots YouTube. Et malgré leur couleur de peau, eux aussi faisaient du blackface et se faisaient appeler les deux vrais C-word. On va pas revenir plus que ça sur leur carrière incroyable, mais ils sont devenus parmi les plus grandes stars des vaudevilles pendant une quinzaine d'années. Jusqu'à ce que Walker soit malheureusement atteint de la syphilis en 1909, laissant son partenaire orphelin du duo iconique. Williams, il a réussi à rebondir, en rejoignant les folies de Flo Ziegfeld, ce qui provoqua une vive réaction chez les blancs de la troupe, demandant son renvoi immédiat. Ce à quoi Ziegfeld répondit avec la punchline du siècle. Vous savez que je peux tous vous remplacer, sauf lui. Qu'on érige une statue à la gloire de cet homme. Ouais, alors la punchline est cool, mais c'était pas non plus la joie. Déjà au niveau du scénario, les auteurs lui donnaient l'immense honneur de dire deux mots. Et ce n'est qu'à la troisième représentation qu'il fut autorisé à monter sur scène pour saluer avec les femmes. Parce qu'on veut bien respecter les noirs, mais on va pas non plus la respecter plus que des femmes. Qu'on détruise la statue à la gloire de cet homme. Il retrouvera cependant un nouveau compagnon de scène, en la présence de Léon Hérol, acteur blanc avec qui il écrivit un sketch de plus de 20 minutes qui eut un énorme succès. Léon finissant par être le seul blanc présent à son enterrement quelques années plus tard. Tout ceci nous amènera à la case de l'Oncle Tom, un film produit par la World Film Company en décrochant le rôle titre et devenant le premier acteur noir au cinéma. Alors oui et non, parce que certaines sources mentionnent Sam Lucas comme interprétant l'Oncle Tom, un autre acteur noir qui était plus connu pour ses rôles dramatiques. Et en l'absence de leur nom au générique, difficile de savoir c'était lequel des deux. Alors oui et non, parce qu'en vrai c'est techniquement pas le premier film mettant en scène des acteurs noirs. Un an avant, il était déjà à l'affiche de Lime Kiln Field Day, le plus ancien film connu avec un casting 100% afro-américain, où il se trouvait aux côtés d'un certain Bert Williams. Sauf que le film n'a jamais été terminé, donc il n'est jamais officiellement sorti. Ce qui fait que le premier film entièrement noir sera réalisé par Oscar Micheaux, qui est un fermier. Contexte. Pour ça, on va devoir parler de Booker T. Washington, un fils d'esclave devenu enseignant et sans doute l'une des figures les plus importantes des Afro-Américains. Étant le premier homme de couleur invité officiellement à la Maison-Blanche par Theodore Roosevelt, ce qui aura provoqué des réactions racistes. Ça change pas. Mais Booker, il a ce discours, celui de prôner une indépendance économique vis-à-vis des Blancs. Ce à quoi Oscar va adhérer en achetant une ferme. Mais il va pas faire que ça, parce qu'à partir de 1913, il va publier des romans dont une trilogie, avec The Conquest, The Forge Note et The Homesteader, qui dépeint sans aucun détour la violence à laquelle font face les jeunes Afro-Américains dans le monde blanc. Ce qui nous amène en 1915 avec un film, La naissance d'une nation de D.W. Griffith. Sans doute l'homme le plus prolifique du cinéma, ayant sorti en seulement 5 ans plus de 400 films. La naissance d'une nation, ça parle de la guerre de sécession en prenant le point de vue des sudistes. Donc, vous vous doutez que les noirs dans le film, ils sont pas mis à leur avantage. Et la communauté noire étant choquée par ce film, elle décide de répliquer en un instant The Homesteader. Sauf que Micheaux, il refuse, avant de monter sa propre boîte et de produire l'adaptation lui-même, devenant ainsi l'un des premiers race films, à savoir un film fait par les noirs, pour les noirs. Il enchaînera avec deux autres films, Within Our Gates et The Symbol of Unconquered, qui sont des réponses à peine voilées à la naissance d'une nation et décriant exactement ce que les Noirs vivent à l'époque, devenant ainsi non seulement l'un des pionniers du cinéma noir, mais aussi une pierre angulaire du cinéma en réalisant plus de 40 films, ce qui est seulement un dixième de Griffith. 400 films, bordel. C'est bien beau tout ça, mais jusque-là, les Noirs, ils sont soit relégués à des petits rôles, soit dans des films à petit budget à destination de leur communauté. À ce moment, dans le grand cinéma des Blancs, on veut pas tellement y voir des Noirs, ce qui va changer avec 3 noms. Joséphine Baker, Nina Mae McKinney et Clarence Muse.
Joséphine, une danseuse de revue américaine ayant vécu en France la majeure partie de sa vie, sera la première femme à avoir un rôle principal dans le film muet La Sirène des Tropiques. Nina, elle participera à la première comédie musicale entièrement noire, Alléluia, en tenant également le rôle principal. Une comédie musicale réalisée par King Vidor qui a pour modèle D.W. Griffiths. Donc oui, le film aura des stéréotypes à foison, mais ce rôle lui permettra de signer un contrat de 5 ans avec la MGM, devenant la première actrice noire à accomplir cet exploit. Malheureusement, au bout des 5 ans, sa carrière retournera à la case des petits rôles. À cette époque, un acquis ne dure jamais bien longtemps quand on a la peau un peu trop bronzée. Ce qui nous amène à Clarence, qui seulement quelques mois avant la sortie d'Alléluia s'est retrouvé à la tête du film Hearts in Dixies, produit par la Fox et devenant la première star afro-américaine de l'histoire du cinéma. Un film dans lequel on retrouve au casting un certain Lincoln Perry. Notre histoire commence en 1902 en Floride, où un fabricant de cigares jamaïcain et une couturière de Nassau accueillent leur second enfant, Lincoln Theodore Monroe Andrew Perry. On pouvait pas faire plus long comme nom. Et même s'il va passer les 11 premières années de sa vie dans cette famille, sa mère rêve de voir son fils faire une carrière en tant que dentiste. Alors que Lincoln, lui, il s'en bat les noix. Donc elle va le faire adopter par un dentiste de l'Alabama pour qu'il apprenne le métier. Alors qu'il s'en battait aussi les noix vu que c'était un charlatan. Ce qui fait qu'au lieu d'apprendre à brosser les dents, notre jeune Lincoln va apprendre à cirer les pompes. Littéralement. Et vu que l'idée de faire briller des godasses jusqu'à la fin de sa vie ne lui plaisait pas tellement, il prit ses clics et ses claques, partit sans fric et sans frac pour aller faire des claquettes dans un cirque qui passait par là, et ainsi entrer dans le milieu du showbiz. Ainsi, il passa son adolescence de ville en ville en chantant et dansant pour cette compagnie avant de se rediriger vers une carrière d'acteur à l'âge de 20 ans, se présentant dans des vaudevilles sous le nom de Fetch It, alors que son partenaire avait le nom de Step. Concrètement, va chercher et marche. Ce qui sont pas les premiers noms de scène auxquels on pourrait penser. Alors, on n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi ces noms. Perry dira que c'était le nom d'un cheval de course, Step and Fetch It, qui lui aurait fait gagner 30$, mais c'est juste histoire qu'il sortait le plus souvent. Et puis, c'est un nom tout aussi ridicule pour un cheval. Sauf que Step, me demandez pas qui c'est, j'en sais rien, finit par quitter le duo. Et me demandez pas pourquoi, j'en sais pas plus. Donc, le duo était maintenant un solo qui s'appelait juste Fetch It. Et on va pas se mentir, c'est pas très vendeur d'avoir un nom de scène semblable à l'ordre qu'on donnerait à un chien. On va donc faire un petit rebranding, revenir avec un nouveau nom qui marquera l'histoire et qui fera déplacer les foules. Step In Fetch It. Pardon ? Ouais, son nouveau nom, c'est le nom du duo, mais comme si c'était son nom complet. Et c'est encore heureux que l'idée ne s'est pas plus que ça propagée. Imagine, on aurait pu avoir Las Palais le chevalier, Laurel le hardi, Shirley le dino. Quoi qu'il en soit, il va créer un nouveau personnage, celui de l'idiot paresseux, ce qui va attirer la Metro Goldwyn Mayer, lui offrant un rôle dans In Old Kentucky et débutant ainsi sa carrière au cinéma. Un film et un rôle qui vont aussi marquer l'histoire puisqu'ils montreront une romance avec l'actrice Caroline Snowden, chose qui était très rare, pour ne pas dire impensable dans une production blanche à l'époque. Rappelons que, quelques années plus tard, le code ACE interdira les relations interraciales. C'est dire à quel point c'est pas dans les mœurs. Mais encore plus, il permettra à Step In d'être le premier acteur noir crédité au générique. À partir de là, ses rôles vont surtout tourner autour du personnage qu'il a créé sur les planches, The Laziest Man in the World, ou en français, l'homme le plus paresseux du monde. Un personnage comique qui est présenté comme étant lent et soumis à la suprématie blanche. Et le succès est au rendez-vous à chaque fois, signant lui aussi un contrat avec la MGM et tournant dans pas moins de 44 films, dont le premier rôle dans le fameux Hearts in Dixies. Ce qui est toujours qu'un dixième de Griffiths. C'est toujours bon de le rappeler. Les gens n'allaient pas en salle pour voir le film, mais pour voir ce noir paresseux. Il avait autant de notoriété à l'époque que le Charlot de Chaplin. Le succès fut tel qu'il put acheter une maison à Strivers House dans les rues de Harlem. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Strivers House, c'est le coin des Afro-Américains qui avait réussi. Un dicton disait même qu'une fois arrivé ici, on avait vraiment atteint son objectif. Il se liera aussi d'amitié avec des acteurs blancs, ce qui ne se faisait pas vraiment à l'époque. C'est notamment le cas de Will Rogers, un acteur de l'époque dont le dernier film sera ironiquement In Old Kentucky. Mais pas le même que celui de Step In, un autre 10 ans plus tard. L'apogée de sa carrière arrivera dans les années 30, où non seulement il sera célèbre, mais où il arrivera également à faire un nouvel exploit qu'aucun acteur noir n'avait fait avant lui, celui de devenir millionnaire. Non mais l'histoire du cireur de chaussures qui devient millionnaire, il y a que chez Don Rosa que ça arrive. Il possédera 12 voitures et 16 serviteurs sous ses ordres. Et puis vint les années 40, et la disparition soudaine de Lincoln Perry. Parce que toute médaille a son revers.
Parce que très vite, il y a un paradoxe qui s'installe. On a d'un côté un acteur noir millionnaire qui vit dans une certaine démesure, alors que le reste de la communauté afro-américaine est toujours victime de la ségrégation ambiante. Une ségrégation qui se traduit par définir les noirs comme étant lents, soumis et paresseux. Précisément les stéréotypes qui sont véhiculés par le personnage de Stepin, et c'est là qu'est tout le paradoxe et la dualité de l'acteur. D'un côté, on a Lincoln Perry qui ne cesse de briser les interdits, et de l'autre, Stepin Fletchit qui enferme les Afro-Américains dans la vision qu'en ont les Blancs. Alors que le gars était plutôt intelligent. En parallèle de sa carrière d'acteur, il écrivait pour le Chicago Defender. Et à cette époque commencent à émerger les mouvements pour les droits civils, et celui qui était jusque-là un tremplin pour les Noirs au cinéma se trouve accablé de tous les maux. Et sa carrière, elle disparaît du jour au lendemain. Après Deux bons copains en 1939 où il partageait l'affiche avec Laurel et Hardy, il se passera 10 ans avant son retour dans Miracle in Harlem, dans un rôle bien moins important. Un retour qu'il fera parce que sur cette période, il a réussi à perdre tout son argent, se déclarant en faillite en 1947. Perry essaiera malgré tout de se défendre, argumentant que ce n'est pas parce que Charlie Chaplin a joué un clochard que tous les Anglais sont des clochards. Et ce n'est pas parce que Dean Martin buvait que tous les Italiens étaient des ivrognes. Mais l'opinion publique n'était pas vraiment de cet avis, et les communautés noires continuaient à critiquer le personnage. C'est notamment le cas du documentaire de la CBS, Black History, Lost, Stolen and Strayed, qui le qualifiait de stéréotype préjudiciable. Perry portera plainte pour diffamation, mais l'affaire restera sans suite. La NAACP, une organisation dirigée à l'époque par Walter White, se battait justement pour que la représentation des Noirs à l'écran change. Il le citait spécifiquement comme faisant partie du problème. Stepin n'était plus celui qu'on admirait, il était un traître à la communauté noire qui avait propagé des stéréotypes contre des pièces sonnantes et trébuchantes, et était responsable du non-avancement de leurs droits. Quand on vous dit que c'était de tous les maux, à deux doigts de dire que s'il a plu hier, c'était de sa faute. Au final, il s'est retrouvé avec tout le monde qui lui tournait le dos. Enfin, presque tout le monde. Parce que le personnage a toujours la cote auprès d'un certain public. Les Blancs. Ben oui, quand les stéréotypes ont la peau dure, c'est pas étonnant que ceux qui s'en convainquent apprécient le personnage qui les partage. Comme quoi, les critiques à son égard, elles sont pas totalement infondées non plus. Ce qui l'empêchait aussi de progresser, étant enfermé dans le seul rôle pour lequel il était connu, et le seul dans lequel on voulait le voir. Cependant, même là, il va perdre du soutien, ayant de moins en moins de propositions dans les productions blanches. Il fera encore quelques films, reprenant notamment son rôle dans Le Soleil brille pour tout le monde, remake de Judge Priest, ce dernier étant incarné par Will Rogers, qu'on a cité plus tôt. C'est quand même bien fait. Mais petit à petit, les premiers rôles s'effaceront. En 1976, il tournera son dernier film, One Ton Ton, le chien qui sauva Hollywood, avec un rôle proche de la figuration. Cependant, là aussi, ce n'est plus qu'un dernier élan de nostalgie. On ne vient plus voir Stepin, la star, tout en haut de la MGM, mais le reliquat d'un passé incapable de trouver sa nouvelle place. Cependant, durant cette période, il fera encore parler de lui, mais pas forcément dans le milieu du cinéma. Il est temps de parler à présent de Mohamed Ali. Et voilà, on repart dans la digression. Il faut savoir qu'en 1965, Mohamed Ali remporte la première défense de son titre avec un coup mythique qui met son adversaire KO dès le premier round. Mais ce coup, il ne sort pas de nulle part. Il a été inventé par un autre boxeur, Jack Johnson. Et vu qu'on est dans une ambiance les premiers à l'avoir fait, Jack Johnson, c'est le premier champion poids lourd noir. Alors que le gars aurait jamais dû le devenir. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les noirs pouvaient être boxeurs, ils pouvaient affronter des blancs, sauf pour le titre poids lourd. Sauf que celui qu'on surnomme le géant de Gavelstone, il faisait 1m84. Alors, ça en fait pas un géant, mais par contre, ça en fait bien un poids lourd. Et vu que gagner un titre ça lui plairait bien, il tente le tout pour le tout en allant voir Tommy Burns, un boxeur canadien et actuel champion poids lourd, pour lui proposer un match de championnat. Tommy il est connu pour deux choses, être le seul champion poids lourd canadien, et avoir participé au premier combat contre un noir pour le championnat. Parce que le gars, après quelques mois pendant lesquels Johnson a bien insisté, il va finir par dire oui. Et il va se faire botter le cul. Alors techniquement non, parce qu'on peut pas frapper en dessous de la ceinture, et encore moins avec les pieds. Non mais c'est une image. Il l'a battu avec une image. Burns dira quelques années plus tard que Johnson était l'un des deux plus grands boxeurs qui lui a été donné d'affronter, le second étant James Jeffries, l'autre participant du combat du siècle. Bon, on va la faire courte parce que la parenthèse est déjà assez longue. James est un ancien champion qui a pris sa retraite en étant invaincu. Et James, il aime pas que le champion soit noir, donc il reprend les gants pour aller donner une leçon à ce blanc-bec. Noir-bec ? En annonçant fièrement « Je vais le combattre dans le seul but de prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un N-word ». Mais d'avis qu'il n'était pas du côté de Booker Washington.
Donc, le match surnommé Match du siècle a lieu le 4 juillet 1910 à Reno dans le Nevada. Et il lui a botté le cul. Alors, il a gagné par abandon, et ça n'a pas forcément été une bonne chose non plus. Parce que l'ambiance était électrique, le public blanc chantant qu'il fallait tuer Johnson. Rien que ça. Et cette victoire, elle a eu pour conséquence qu'après son annonce, des gens ont commencé à tuer des Noirs à travers tout le pays, et les rediffusions des matchs de Johnson ont été interdites à la télévision pour éviter tout débordement. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a une avancée, il y a un revers. Et donc, le rapport avec Stepin. En tant que champion, Johnson s'est fait un paquet de pognon. Et où est-ce qu'on se retrouve quand on est noir et riche? À Harlem, plus précisément à Strivers Row. D'ailleurs, c'est lui qui va fonder ce qui deviendra le Cotton Club quelques années plus tard. Et qui habite également dans ce quartier à cette époque et devient son ami? Lincoln Perry. Donc quand Ali veut défendre son titre, il va voir Johnson pour qu'il lui apprenne 2-3 trucs. Sauf que Johnson, il est mort depuis 20 ans. Donc à la place, il se rabat sur Stepin pour lui apprendre la botte secrète de l'Anchor Punch, qui lui permet de mettre KO son adversaire lors du premier round, faisant sans doute l'association la plus étrange du monde de la boxe, et peut-être aussi du théâtre. Ouais, parce qu'en 2016, va y avoir une pièce de théâtre, Fetch Clay, Make Man. Ouais, mais attends, chronologiquement, on s'est arrêté en 79 où tout le monde discréditait Lincoln. Pourquoi est-ce que maintenant on fait des pièces sur lui? Ça, c'est parce que l'histoire de Lincoln Perry, elle va pas s'arrêter là. Malheureusement, en 1976, Lincoln Perry fera un AVC qui mettra un terme définitif à sa carrière et le fera plonger dans l'oubli. Il y a bien la NAACP, qui le critiquait il y a quelques années, mais qui a complètement changé son fusil d'épaule, malgré la version populaire pour l'acteur, en lui décernant un prix spécial lors de la NAACP Image Awards de la même année. Et 2 ans plus tard, il sera intronisé au Black Filmmaker Hall of Fame. Mais après ça, plus rien. L'histoire aura gardé Chaplin et Keaton, mais complètement oublié Stepin, la représentation raciste d'un temps révolu. En tout cas, ça aurait pu être le cas, sauf que depuis, non seulement le nom de Lincoln est ressorti, mais en plus la perception qu'on en a également évolué. Et si Stepin Fetchit était plus qu'une simple représentation raciale. Et si Lincoln Perry s'était joué de tout le monde à l'époque, là où il était présenté comme un gars paresseux, simple d'esprit et soumis, il était peut-être juste en train de faire semblant. Alors, faire semblant, ça vient d'une expression anglaise qui a pas vraiment de pendant. Putting on whole massa, qui a notamment été popularisé par Henry Beep, un abolitionniste américain du 19e siècle. Et c'est sans doute la plus grande escroquerie des Noirs qui travaillaient à l'époque dans les champs de coton, et qui consistait à se faire passer pour paresseux, simples d'esprit et soumis. Autrefois, quand vous étiez des esclaves, vous chantiez comme des oiseaux. Y en a qui aiment le champagne. Parce que les esclavagistes, on peut pas dire non plus que c'était des lumières. Arrêtez, je pourrais savoir ce que c'est que cette connerie. Merde, j'ai demandé un chant. Les dames chantent le soir au camp. Les dames chantent le soir au camp? Allez, vous la connaissez. Les dames qui chantent le soir au camp, douda, douda. Donc l'idée qui leur était venue, c'était de se faire passer pour des gros incompétents, histoire que leur maître soit obligé de leur montrer comment faire, encore et encore, faisant qu'à la fin, c'était lui qui faisait tout le boulot, pendant que l'esclave se tournait les pouces. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Et le personnage de Stepin, c'est exactement ce qu'il faisait, et l'une des raisons pour laquelle le public noir l'appréciait à ses débuts. Parce que cette escroquerie, elle était très connue de leur communauté. En somme, les blancs l'appréciaient parce qu'il représentait tous les stéréotypes du noir de l'époque, et les noirs l'appréciaient parce qu'ils se foutaient de la gueule des blancs. Sauf que le temps est passé et l'escroquerie s'est perdue, laissant simplement l'image du paresseux et la déchéance de Lincoln qui s'en est suivie. Et pourtant, force est de constater que sans lui, on n'en serait pas là. Ouais, parce qu'en vrai, on vous a menti. Enfin non, on vous a pas menti. Mais par contre, on vous a pas tout dit. Vous vous souvenez de la citation avec Chaplin et Martin ? Eh bien en fait, il y a une suite. Je ne jouais qu'un personnage, et ce personnage a fait beaucoup de bien. Et il a pas entièrement tort. La carrière de Lincoln, elle est compliquée, à la fois idole, mais tout autant problématique. Cependant, il a brisé des portes, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour en voir les effets. Dès les années 30, d'autres acteurs noirs ont imité le style de Perry, comme William Best, crédité comme Sleep and Eat, qui aura joué dans 174 films. On se rapproche tout doucement de D.W. Griffith. On a aussi à la même période Mathan Morland qui s'est engouffré dans la brèche. Et ça, c'est sans parler de Our Gang. Our Gang, c'était une série de courts-métrages humoristiques qui avait signé un contrat avec Perry pour qu'il apparaisse dans 9 épisodes. Sauf que pour une raison qu'on ignore, ce chiffre est tombé à un seul.
La série, elle dépeint les aventures des enfants des quartiers pauvres, et non seulement les personnages noirs ont un temps d'écran parfois égal à leurs camarades blancs, mais en plus il leur arrive de parler. La série, elle a quand même souffert de quelques stéréotypes durant ses premières années, avec des blagues qui étaient un peu limites. Genre, ils se moquaient des taches de rousseur d'un des acteurs. Les monstres. Ouais, enfin, on voulait surtout dire les blagues racistes à l'encontre de la communauté noire. Mais plus ça va avancer, et plus les noirs seront mis en avant. À un tel point que les courts-métrages seront interdits dans les cinémas des États du Sud. Et tout ça durant la loi Jim Crow. On va parler de la loi Jim Crow? Non, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, et on a déjà pas mal digressé. Mais dites-vous, jusqu'à cette époque, c'était pas folklorique d'être un peu trop basané. Sans Lincoln Perry, il n'y aurait peut-être pas eu de Sidney Poitier, de Denzel Washington ou d'Eddie Murphy dans les années qui ont suivi. Il n'a pas été le seul, mais il a été l'un des pivots de l'histoire du cinéma. Alors la prochaine fois que vous voyez un noir à l'écran, souvenez-vous que si leur présence semble normale aujourd'hui, c'est parce qu'il y a longtemps, un homme en a payé le prix.